l'hiver, un bon feu de cheminée, une soupe de potimarron et un plaid en bonne laine qui gratte. Moi aussi j'adore l'hiver, c'est une de mes 4 saisons préférées. Mais de novembre à février, qui dit hiver dit retour du froid, de l'humidité et avec les maisons qui se ferment et les gens qui s'embrassent sous le gui, les virus qui se font une joie de circuler librement. N'importe quoi, des virus qui sautent d'une personne à l'autre. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si les gens sont malades l'hiver, c'est à cause d'un déséquilibre humoral dû au changement de temps auquel les gens s'adaptent mal parce qu'ils ne modifient pas leur alimentation ni leur activité. Voilà tout. Ah, mais tu comprends toujours rien. Bon, je retrouve mes notes et je t'explique. Voilà, fais donc ça. Et pendant qu'Hippocrate rassemble ses affaires, laissez-moi vous parler du plus célèbre des virus de l'hiver avant que le SARS-CoV-2 ne lui vole la vedette, la grippe. Et c'est tout à fait de saison parce qu'on est actuellement en plein pic des infections respiratoires aiguës, juste là, et que le pic est bien plus précoce et surtout bien plus haut que les années précédentes. Plusieurs centaines de millions de morts à travers le monde en moins de 5000 ans. La peste à côté, c'est rien. Apparue probablement en Chine, j'en ai décrit une épidémie qui a ravagé la Grèce. La toux de Périnthe. Souvenez-vous, on en a parlé dans le premier épisode. Oui, enfin, t'en sais rien en fait, hein, si c'était la grippe ou autre chose, diphtérie, coqueluche... Oui, bah ça va, hein. C'est facile maintenant avec vos microscopes. La grippe, c'est une maladie infectieuse due à un virus de la famille des Orthomyxoviridae, le myxovirus influenzae. Un virus, c'est une bestiole qui a une information génétique sous forme d'ADN ou d'ARN, dans le cas de la grippe c'est de l'ARN, mais qui peut pas vraiment vivre seule puisqu'elle a besoin d'infecter des êtres vivants pour utiliser leur machinerie cellulaire et proliférer. Ce virus est enveloppé. C'est pour pas dire qu'il est gros. Non, enfin encore que. Enveloppé, ça veut dire qu'il a une couche de lipides qui le protège, un peu comme le coronavirus avec sa couronne. Il a 2 protéines de surface principale et caractéristiques de son espèce, l'hémagglutinine, qu'on note H, et la neuraminidase, qu'on note N. Et vous comprenez ainsi déjà la nomenclature des virus de la grippe, H1N1, H5N2, H5N1, ce sont les types d'hémagglutinine et de neuraminidase exprimés par le virus. Mais pour simplifier, on a regroupé tous ces types en 3 catégories, A, B et C, les A étant les plus fréquents et c'est pour ça qu'on parle de la grippe A. Le virus de la grippe peut venir des animaux, comme par exemple les oiseaux, on se souvient de la grippe aviaire, mais en période épidémique, et c'est ce qui nous intéresse, il se transmet uniquement entre humains, principalement par gouttelettes, c'est-à-dire comme le Covid et la plupart des virus respiratoires. Il rentre par la bouche ou le nez, et là, ça dépend de son humeur et de la résistance qu'il va rencontrer en chemin. Généralement, il se pose dans le nez et la bouche pour commencer, il se développe tranquillement. Et quand il est bien au chaud et que le système immunitaire est un peu à la ramasse, il pousse un peu plus loin, genre dans la gorge, la trachée, puis les poumons où il va buter les cellules sur place. Il peut aussi se faufiler dans les sinus, depuis le nez, voire dans de rares cas passer dans le sang pour se promener dans le cœur et le cerveau et faire beaucoup de dégâts. On l'a dit, la grippe peut donner des symptômes différents en fonction de l'endroit où se développe le virus. Mais dans tous les cas, il y a un truc systématique, le syndrome grippal, qui est défini par de la fièvre, parfois importante à 39 voire 40 degrés, des courbatures, une fatigue intense, des maux de tête, etc. Et j'insiste sur la fatigue, hein. La grippe, la vraie, pas le simple rhume, ça peut vraiment clouer au lit quelqu'un en super santé. Alors, on va pas se mentir, avant la pandémie de Covid, la grippe était un des trucs les plus faciles à diagnostiquer. C'était tout plus fièvre égale grippe, jusqu'à preuve du contraire. Bon, maintenant c'est plus si évident que ça, alors qu'est-ce que ça donne exactement comme symptôme la grippe? Eh bien, en plus du syndrome grippal, principalement 2 possibilités. Soit une rhinopharyngite ou une laryngite, on a alors une toux, le nez bouché et qui coule, mal à la gorge, la voix qui déraille, ou alors une bronchite, quand le virus descend dans les bronches. Dans ce cas, la toux est plus importante et le nez n'est pas nécessairement pris. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une grippe simple, non compliquée. Alors bien sûr, on peut avoir une rhinopharyngite ou une bronchite sans que ce soit dû au virus de la grippe. Mais dans ces cas-là, généralement, on n'a pas le syndrome grippal qui va avec. Donc si on doit retenir une équation simple en 2023, ce serait plutôt syndrome grippal, donc fièvre, courbature, fatigue, etc., plus rhinopharyngite ou bronchite, plus PCR Covid négative, égale grippe. Un dernier élément, c'est aussi
aussi l'évolution de la maladie. La grippe donne des symptômes généraux intenses d'apparition brutale qui peuvent diminuer après 2-3 jours avant de revenir de manière moins intense. C'est ce qu'on appelle le V grippal. Et surtout, la fatigue et la toux peuvent durer longtemps, jusqu'à plusieurs semaines. Et parfois, c'est ce qui peut inquiéter les patients, alors que, en fait, c'est normal. Alors bien sûr, le virus de la grippe peut décider d'aller ailleurs que dans la gorge et le nez, et ça peut devenir embêtant. Déjà, sa présence au niveau de l'oreille moyenne ou des sinus peut favoriser une surinfection par des bactéries plus ou moins sympas, ce qui peut nécessiter de prendre des antibiotiques. Quand le virus colonise les poumons, cela donne une pneumonie. Et là, c'est pas drôle du tout, puisque ça peut se finir aux urgences, voire en réanimation. Surtout chez les personnes fragiles, par exemple les personnes âgées, les fumeurs, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes ou encore les nourrissons. Et très rarement, le virus peut passer dans le sang et provoquer des encéphalites, des myocardites qui peuvent s'avérer fatales. Mais du coup, si les symptômes sont aussi banals, comment on fait pour différencier la grippe d'un simple rhume ou même du Covid ? On fait comme pour le Covid, et oui, les microbiologistes n'ont pas attendu la pandémie de Covid-19 pour créer les tests PCR, ni même les tests antigéniques rapides. C'était déjà comme ça qu'on faisait pour diagnostiquer la grippe quand on avait un doute, mais en vrai, faire une PCR grippe, c'est pas très utile. Et c'est pas très utile parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de traitement spécifique. Enfin, si, des traitements de la grippe, il y en a plusieurs. Des antibiotiques! Non, Hippocrate, on n'utilise pas des antibiotiques tout le temps. Mais pourquoi? Ça a l'air de marcher vachement bien. Moi, j'avais pas tout ça à l'époque. Mes patients crevaient de la gangrène sans que je puisse rien faire. Le problème, c'est que la grippe, on l'a dit, c'est un virus. Et un antibiotique, par définition, ça tape sur les bactéries, pas les virus. Le traitement spécifique du virus de la grippe, c'est l'oseltamivir. Il a pour effet de réduire le risque d'hospitalisation chez les patients à haut risque. Et il réduit également l'intensité des symptômes ainsi que leur durée. De combien? Quoi? De combien de jours ça réduit la durée des symptômes? Allez, crache le morceau. Bon, ok, un jour. C'est plutôt nul en fait. Donc c'est un médicament qu'on utilise très rarement en tant que médecin généraliste, puisqu'il n'est efficace que chez les patients très fragiles. Et pour couronner le tout, il doit être pris dans les 2 jours maximum qui suivent le début des symptômes pour être vraiment efficace. Et généralement, les patients consultent après, donc c'est déjà trop tard. Mais en fait, on traite surtout les symptômes. Pour la fatigue, on se repose avec un arrêt de travail si nécessaire. Pour la fièvre et les douleurs, on prend du paracétamol. On évite sans avis médical les anti-inflammatoires et les corticoïdes qui pourraient favoriser les surinfections par des bactéries. Pour le nez bouché, on fait des lavages de nez avec de l'eau salée, comme l'explique très bien Wydock dans cette petite vidéo que je vous mets en fiche. Et surtout, on aide son corps à combattre l'infection, en s'hydratant bien avec de l'eau, en mangeant régulièrement et si nécessaire en faisant plusieurs petits encas dans la journée et surtout en proscrivant le tabac et l'alcool. Les sirops pour la toux, les fluidifiants bronchiques, poubelle, ça ne marche pas au-delà du placebo. Ah non, il y a bien un type de pastille pour la gorge qui est utile dans la grippe. Ah bon? Et laquelle? C'est Strepsil original. Ok Hippocrate, j'espère que tu as une excellente raison pour faire une pub d'un médicament princesse dans cette émission. Alors vas-y, on t'écoute. Une étude a montré que le Strepsil original, que celui-là, pas les autres, avait une action antivirale modérée contre le virus de la grippe, du fait des carragénanes qu'il contient. Et cette étude, elle a été faite avec quelle méthodologie? Hippocrate. C'est in vitro. Et tu as aussi oublié de me dire que celle qui finance et réalise cette étude est la fondatrice d'une entreprise qui commercialise justement un polymère à base de carragénane. Mais il doit bien y avoir des moyens d'éviter de l'attraper, la grippe, ou au moins d'éviter d'être aussi malade. Eh bien oui, et il y en a plusieurs. Et le premier, c'est pareil que pour le Covid. Attends, je veux le faire. Oula, t'es sûr? Je te rappelle que tu es né à une époque où le concept de microbe n'existait même pas, Non, mais ça fait 3 ans qu'on entend les mêmes trucs partout dans les médias. T'inquiète, je gère. Bon, ok, comme tu veux, vas-y. Pour vous prémunir du virus de la grippe, lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. Portez un masque dans les endroits clos ou quand il y a des personnes fragiles autour de vous. En cas de symptômes, isolez-vous et côtoyez le moins de personnes possible. Toussez dans votre coude, portez un masque et consultez votre médecin en cas de doute. Alors? Ouais, c'était bien. Mais au-delà de ces règles d'hygiène, désormais bien connues, à défaut d'être bien appliquées, il y a une autre option, le vaccin.
Alors, on va pas se mentir, c'est pas le vaccin le plus efficace jamais développé. Il change tous les ans en raison des mutations des virus et il faut donc le refaire à chaque automne. Le problème, c'est qu'on le développe en pariant sur les variants qui vont circuler à la prochaine épidémie. Et des fois, on se trompe. Son efficacité, elle est de l'ordre de 70% chez les adultes en bonne santé, mais elle baisse chez les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, et donc celles qui sont plus à risque. C'est pour cela que les personnels soignants se vaccinent également, pour diminuer la contagion. Il est donc recommandé chez toutes les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes obèses et toutes celles ayant des problèmes de santé susceptibles de faire des formes graves. Voilà pour la grippe. Quoi? C'est fini? Quoi, tu as quelque chose à ajouter? Bah, et moi? Et les plantes? Et les huiles essentielles? Et aussi le coccinum? Et merde. Bon, j'imagine que tu veux que je fasse tout un chapitre sur les solutions naturelles pour combattre la grippe? Eh ben, s'il te plaît, oui. Eh ben, c'est parti. Oscillococcinum. Quelle histoire, quelle aventure, quelle épopée! C'est fou qu'un truc aussi débile puisse marcher aussi longtemps. Bon, je ne reviens pas sur le produit en lui-même, c'est de l'homéopathie, donc déjà on part assez mal sur les espoirs d'efficacité. C'est du foie et du cœur de canard broyé, dilué, dynamisé, pulvérisé sur du sucre. Pourquoi du canard? Parce qu'un mec, un jour, a cru voir des trucs dans un canard qu'il pensait être à l'origine de la grippe. Similitude, dilution extrême, marketing, boiron, pouf, oscillococcinum. Et après tu te moques de mes remèdes. Oui, enfin, la différence, c'est que là, l'intégralité des scientifiques du monde sont d'accord sur le fait que c'est quand même de la merde. N'empêche que mes médicaments sont à base de plantes, moi, et pas de canard moisi. Alors ne soyons pas si prompts à juger, il y a quand même des papiers scientifiques sur le sujet. 23. Une étude italienne de 2018 s'intéresse au profil coût-efficacité de l'oscillococcinum et conclut que les gens coûtent moins cher à la société quand ils prennent de l'oscillococcinum en ayant des infections ORL et respiratoires. Et il y a tellement de trucs qui vont pas dans cette étude, évidemment financée par Boiron, qu'on pourrait faire un épisode entier rien que là-dessus. Le lien est en description si ça vous amuse, c'est un cas d'école. Dans la même veine, vous avez aussi cet essai rétrospectif de 2016, toujours financé par Boiron, qui est un cas d'école de lecture critique d'articles, encore une fois, tellement c'est éclaté. Et deux en 2019 et 2021 sur la bronchite chronique, donc là on a complètement oublié le concept de grippe, on en est vraiment à sauver les meubles. C'est une étude contrôlée randomisée contre rien du tout, puisque visiblement Boiron, qui finance le tout, n'a même pas pu se payer le luxe de produire des placebos. C'est quand même ironique. Bon, il y a quand même dans le tas deux méta-analyses de la Cochrane de 2012 et 2015 qui disent que ça sert à rien, et une revue, certes d'il y a 15 ans, de l'excellent Edzard Ernst, qui montrait déjà qu'oscillococcinum, tout comme le quinquina, le suro, le Camijang, etc., n'ont aucun intérêt dans le traitement des syndromes grippaux. Ce qui est plus marrant, c'est qu'en 2015, une équipe a rapporté un cas d'effet secondaire grave, un angiodème, a priori dû à l'oscillococcinum sur un mode allergique. Mais le meilleur, c'est quand même cette étude française de 2014, publiée dans le torchon Homéopathie, et qui est une pépite parce qu'elle est plutôt bien réalisée, mais la conclusion est surréaliste. En gros, il s'agit de décrire les conseils d'un pharmacien en cas de syndrome grippal, ainsi que les médicaments vendus et la satisfaction des patients. Pourquoi pas? Donc les gens viennent parce qu'ils ont le nez qui coule, mal à la gorge et tous, on leur donne en moyenne 2,6 médicaments, dans un cas sur 3 du paracétamol et dans un cas sur 4 de l'oscillococcinum. Je n'ai pas accès à l'étude en entier, mais dans l'abstract, il n'est nulle part fait mention ni de lavage de nez, ni de port du masque. Évidemment, la plupart des gens allaient mieux 3 jours après, ce qui est normal, c'est comme ça que ça se passe quand on a un rhume, homéopathie ou pas. Oula, t'as l'air énervé. Il faut pas. Mais c'est eux qui racontent n'importe quoi. Bon, c'est bon, t'es content? On a parlé d'oscillococcinum, maintenant on peut passer à autre chose. Ben oui. Bon, très bien. Alors, voyons ce qu'on a du côté des experts Facebook. Bon, l'huile essentielle de Ravinsara, toujours pas, hein. Toujours pas d'études cliniques, quelle que soit l'indication. L'aspirine, ça fait au moins 10 ans qu'on a arrêté d'en prescrire à visée antalgique, ça a beaucoup trop d'effets secondaires et ça ne marche pas très bien. Encore une fois, il faut lui préférer le paracétamol. Le thym, en revanche, est un cas intéressant. Typiquement, on entend beaucoup la triade thym, miel, citron pour les symptômes pseudo-grippaux. Et clairement, ça ne vient pas de nulle part. Le thym est utilisé dans beaucoup de pharmacopées du bassin méditerranéen, entre autres pour des symptômes respiratoires pouvant parfois être dus à une grippe. Quelques études in vitro montrent que le thym contient bien des molécules anti-inflammatoires qui pourraient potentiellement être intéressantes, dont une revue de 2021 qui cite le thym contre le Covid sur la base d'un effet sur le système immunitaire des truites arc-en-ciel. Ah ouais,
Même moi, j'aurais pas osé faire un raccourci pareil. Alors peut-être qu'on aura plus de chance avec le citron? Alors oui, par-ci par-là, on retrouve des études in vitro assez encourageantes de certaines molécules extraites du citron, de la goyave également. L'extrait de citron est prometteur dans une autre étude sur des poulets, mais aucune n'a été menée chez l'humain à l'heure actuelle. En revanche, un extrait concentré de cyste, une espèce d'arbrisseau méditerranéen, a montré des effets, toujours in vitro, bien sûr, pour prévenir l'infection au virus de la grippe. Mais ce qu'on sait surtout, et ça c'est pas nouveau, c'est que les huiles essentielles comme celles de bergamote, d'arbre à thé, de genévrier, de romarin ou d'eucalyptus ont une activité antivirale parfois forte contre le virus de la grippe. Problème, c'est quand elles sont en phase liquide. Or, boire des huiles essentielles est éminemment toxique. Non, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Donc, elles sont le plus souvent utilisées en inhalation. Sauf que la phase gazeuse n'a pas forcément les mêmes propriétés que la phase liquide, comme c'est le cas pour l'arbre à thé par exemple. Ne reste donc que la bergamote et l'eucalyptus en candidat pour le traitement de la grippe. Et encore une fois, on ne dispose pas d'études sur les humains pour conclure. Je passe rapidement sur le trikatu, une mixture ayurvédique contenant du gingembre et du poivre principalement, encore une fois uniquement des études in vitro et même pas spécifiquement de la grippe. Donc c'est au mieux une piste à étudier, mais on ne peut pas recommander son utilisation. Alors très bien, l'homéo, la phyto, l'aroma, c'est pas fiable. Ok, mais on peut peut-être réfléchir à d'autres moyens de prévenir ou de guérir la grippe, comme par exemple les bonnes vieilles vitamines pour l'hiver. Alors, utile ou pas ? Eh bien, ça dépend de quoi on parle, mais la question est loin d'être anecdotique, puisque les chercheurs se la posent depuis un moment, et le débat n'est toujours pas clos. Mais une dernière méta-analyse de janvier dernier, donc 2022, montre qu'une supplémentation en vitamine D entraîne bel et bien une diminution du risque de contracter la grippe, a priori de 3 à 35%, et une diminution de la durée des symptômes de 2 à 9%. Alors certes, c'est pas énorme, mais ça marche même pour une dose dite de charge en début d'hiver, ou une prise une fois par mois. Donc on est quand même sur quelque chose de peu contraignant. En revanche, pour le côté curatif, ça reste beaucoup moins évident, et les études manquent pour savoir si la vitamine D a un intérêt une fois la grippe déclarée. Dans tous les cas, le sujet reste débattu, et pour une prise en charge optimale, prenez conseil auprès de votre médecin traitant pour ce genre de questions. Pour la vitamine C, c'est pas terrible non plus, puisque seules quelques études montrent des effets à peu près du même ordre, mais cette fois-ci sur toutes les infections respiratoires, sans discriminer qu'il s'agisse de la grippe ou d'autre chose. Et les études sont contradictoires. En revanche, s'il y a bien une surprise, c'est le zinc. Il ne réduit absolument pas le risque de contracter la grippe, mais il réduit en revanche la durée des symptômes et de manière assez spectaculaire en la divisant par 2. Et oui, il y a encore un mais, ces données ont été obtenues pour le rhume banal et pas pour la grippe, et par des études de qualité médiocre, avec du zinc pris entre 4 et 8 fois par jour, donc ça fait quand même beaucoup. Bref, c'est une piste intéressante et ça peut être proposé pour les rhumes de l'hiver, mais prudence tout de même. Pour finir sur les compléments alimentaires, certains citent l'ail, le ganmao, qui semble être l'oscillococcinum chinois en version phytothérapeutique, à la place de notre homéopathie, mais ni l'un ni l'autre n'a été étudié sérieusement. Bon d'accord, mais le miel, même toi tu en recommandes à tes patients. Eh bien oui, c'est vrai, mais il faut tout de même admettre que les preuves en faveur du miel sont bien minces. Certaines études montrent en effet qu'il est efficace pour apaiser la toux, mais premièrement, on a quasiment des études que sur les enfants, et deuxièmement, les résultats ne sont pas très nets. Alors oui, il semblerait que ce soit plutôt efficace, mais au-delà du placebo et chez les adultes, c'est malheureusement loin d'être sûr. Mais alors, si aucun de ces remèdes ne marche vraiment, d'où viennent toutes ces idées reçues ? C'est pas moi. Ah bon ? Ah non, du miel et du thym, sérieusement, pour soigner des toux et des fièvres, du grand n'importe quoi. Très bien, alors explique-nous au grand Hippocrate comment soigner la grippe. Avant toute chose, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire, comme cet abruti d'Hérodicus. Donc pas de course, d'exercice. On se repose, et puis pas de bain de vapeur non plus. Et on ne saigne pas les grippés en période épidémique. Pas de saignée. Non, pas de saignée. Ni aux bras, ni aux jambes, ni sous la langue, ça les fait vomir. Ok, attends, ça veut dire que tu as essayé ? En revanche, il faut boire, et parler peu. Pour le nez qui coule, j'ai eu le cas d'un jeune homme guéri en pratiquant le coït. L'exercice l'avait suffisamment asséché. Et pour les médicaments, ce qu'on utilise beaucoup, c'est les décoctions d'orge. Et c'est tellement une bonne idée que des chercheurs ont testé des remèdes à base d'orge dans le Covid et les allergies. Et ça marche super bien.
Hippocrate, on parle de 2 études sur 70 et 77 patients. Eh bien c'est toujours mieux que le miel. Voilà pour la grippe, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux connaître ce célèbre virus de l'hiver. On se retrouve très vite pour une nouveauté 2023. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit critique. N'oubliez pas que ces vidéos sont un support ludique et pédagogique mais ne remplacent en aucun cas une consultation médicale. En cas de doute ou de symptômes importants ou persistants, consultez votre médecin traitant. Ces vidéos ne traitent que d'une partie du sujet et ne prennent pas en compte les situations particulières comme les femmes enceintes, les personnes âgées ou ayant d'autres maladies chroniques. Si vous faites partie de cette population, consultez votre médecin dans tous les cas.